Bonjour. Donc si j'ai souhaité parler de Marcel Duchamp aujourd'hui, c'est que cet artiste américain né français soulève de grands paradoxes. Il est l'artiste le plus influent du siècle dernier sur les artistes d'aujourd'hui, mais reste un inconnu auprès du grand public. Loin d'être une figure aussi médiatisée et occupant tout l'espace de l'art de son époque comme Picasso, Marcel Duchamp reste l'artiste qui n'amena qu'un urinoir aux yeux des spectateurs de son temps. Alors que le groupe cubiste formé par Picasso et Georges Braque connaît un succès en son temps, l'autre groupe cubiste rival, le groupe de Puteaux, formé par Marcel Duchamp et ses frères Raymond Duchamp-Villon et Jacques Villon, mais également Francis Picabia, ne remporte qu'un faible succès en son époque, du moins à Paris, capitale de l'art dans la première moitié du XXe siècle. Considéré comme plus austère et plus intellectuel que la bande de Picasso, le groupe de Puteaux voit néanmoins grandir le succès de sa peinture aux États-Unis, notamment lors de la première Armory Show, gigantesque foire new-yorkaise montrant les avant-gardes parisiennes, très en vue alors outre-Atlantique. Autre paradoxe que soulève la vie et la démarche de Marcel Duchamp, c'est son refus de se considérer comme faisant partie du monde de l'art et des mouvements qui composent l'art de son époque. Il prend très vite ses distances avec le groupe cubiste, enfin avec le cubisme pardon, et le dadaïsme tout en étant toujours à l'origine de ces mouvements. Il dit de lui-même qu'il est un anartiste. Il ne s'intéresse pas à l'argent et n'a jamais vendu son travail pour de grosses sommes, même à la fin de sa vie lorsqu'il rencontrera le succès. Au contraire, il a toujours cherché une autonomie face à la production artistique en n'ayant jamais de gros besoins financiers, contrairement à son ami Francis Picabia, et en privilégiant les emplois alimentaires. En 1915, alors qu'il vit dans une relative précarité, il refuse même un gros contrat avec une grande galerie new-yorkaise qui lui proposait 10 000 $ par an pour l'exclusivité de sa production, prétextant qu'on ne pouvait pas le forcer à travailler. Et c'est cette attitude de désinvolture et de détachement face au travail qui le caractérisera tout au long de sa vie, mettant en avant une prétendue oisiveté et un amour de la vie qu'il place au-dessus de tout, et surtout au-dessus de l'art. L'écrivain et ami de Duchamp Henri-Pierre Rocher dit de lui: sa plus belle œuvre est l'emploi de son temps. J'attends la mort, simplement, il faut bien. Il arrive à un âge où on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. À moins d'en avoir envie, je n'en ai pas envie, comprenez-vous. Je n'ai pas envie de travailler ou de faire quelque chose. Je suis très bien, je trouve que la vie est tellement belle quand on n'a rien à faire. Du moins à travailler, j'entends. Revenons-en plutôt à la jeunesse de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp est un Normand, il est le troisième garçon d'une famille de 6 enfants. Il naît en 1887 au pays de Madame Bovary, à Blainville-Crevon exactement, non loin de Rouen, dans une belle maison bourgeoise, dit-on, remplie de tableaux et de mobilier ancien. Son père, notaire, est un notable bourgeois et cultivé. Son grand-père maternel, Émile Nicole, est un graveur reconnu qui fait découvrir à ses petits-enfants les techniques de l'estampe et de la gravure. Si le père destine ses enfants à des études classiques, il comprend vite qu'ils ont le désir de devenir des artistes. D'ailleurs, la sœur et les 2 frères de Marcel deviennent des artistes importants et reconnus, Suzanne Duchamp, Jacques Villon et Raymond Duchamp-Villon, qui prennent le nom de Villon en hommage au poète François Villon. Et c'est cette fratrie qui formera plus tard le groupe cubiste de Puteaux. La décision de Marcel de devenir artiste ne se forme pas du tout, enfin pas vraiment en rébellion à son milieu bourgeois, mais au contraire avec une certaine approbation. Il faut dire qu'alors son travail n'est pas du tout avant-gardiste ou subversif, comme on peut le voir sur cette reproduction intitulée Église de Blainville. Il pratique une peinture très influencée par Cézanne, comme on peut le voir sur cette peinture de 1902, intitulée Église de Blainville. C'est une huile sur toile de petit format, conservée comme la plupart de ses œuvres au musée d'art de Philadelphie. On y voit une peinture encore nettement ancrée dans la fin du XIXe siècle par son sujet et par son traitement pictural. La touche de peinture à l'huile, y est notamment très présente. Il n'a alors que 15 ans. C'est une belle peinture, une très belle peinture pour un jeune homme de son âge. Donc même s'il est doué de qualités picturales et esthétiques, comme on peut le voir ici, il ne passera pourtant jamais par une grande école d'art. Il échoue au concours d'entrée aux Beaux-Arts de Paris et il se forme lui-même en devenant ouvrier graveur et obtient un diplôme d'imprimeur de gravure à Rouen.
Alors, il commence à s'affranchir de son milieu et, en 1904, il quitte la Normandie pour s'installer à Montmartre et rejoindre ses frères, alors intégrés au milieu des caricaturistes de presse. Sa marraine, Julia Bertrand, lui recommande la lecture de l'ouvrage L'unique et sa propriété de Max Stirner, ouvrage qui jette les bases de l'anarchisme individualiste. Stirner écrit dans ses pages: l'ego est unique et ne peut être la propriété de qui ou de quoi que ce soit, et donc, ne peut être la propriété de l'État. Par ce moi unique, Stirner entend se hisser au-delà de toute détermination sociale, prolétaire ou bourgeoise. Il faut évacuer tout ce qui ne m'appartient pas en propre et qui m'est extérieur. Dieu, l'État, l'Église, la religion, l'autorité morale, la liberté, la vérité, la justice, la famille, le ménage, le patriotisme. Donc ce livre a une grande influence sur le jeune Marcel Duchamp, alors épris d'absolu. On comprend comment il peut aider un jeune homme à sortir de sa condition de bonne famille et en même temps, il énonce des préceptes que la vie de Marcel Duchamp ne contredira pas beaucoup. En voici pour preuve un extrait d'une interview de 1967. Et on ne peut pas aider un autre homme, chacun l'individu pour lui, car je ne suis pas du tout de l'avis de la fourmilière qui nous attend dans quelques centaines d'années. Donc je crois encore à l'individu et chacun pour soi, comme dans un naufrage. Revenons-en à la période de Montmartre. De sa période montmartroise, il lui restera ce goût pour l'esprit fumiste et les allusions grivoises. Dans le Pigalle de l'époque, il fréquente les cabarets et les bordels, qu'Alphonse Allais a érigé en art quelques années plus tôt au sein de la revue Le Chat Noir. Pour gagner sa vie, Marcel s'essaie à la caricature, à l'imitation de ses frères, et crée de petites scénettes humoristiques pour des revues telles que Le Rire, Le Charivari ou Le Courrier français. Voici comment Marcel se souvient de son arrivée à Paris, alors fraîchement diplômé du baccalauréat et refusé des beaux-arts. Remarquez que je ne vivais pas du tout dans le milieu des peintres, mais dans un milieu d'humoristes. Je n'étais pas en contact avec des peintres de cette époque. Même Juan Gris, que j'ai connu peu après, faisait des dessins. Nous jouions au billard, ensemble dans un café de la rue Colincourt. On se donnait des tuyaux, on n'a jamais été payé non plus. C'était 20 francs la page. Alors voici deux de ces dessins d'alors. Au bal, ainsi que au Palais des Glaces. Duchamp sera un dessinateur accepté de la bande des caricaturistes de Montmartre, qui compte de nombreux artistes pratiquant le dessin à des fins alimentaires. Tous ces illustrateurs sont alors soumis à l'influence graphique de Toulouse-Lautrec. Marcel ne sera pas une exception, il n'apportera rien de neuf par son style à l'univers des caricaturistes de presse, à l'image de ces deux reproductions. Lui-même évoquera cette expérience avec un certain ennui. Et ce qui est important à retenir, c'est que cette période de caricature a été pour lui l'occasion de se plier à l'exercice de la légende ramassée. En effet, la légende doit être suffisamment marquante pour faire surgir d'un dessin plutôt classique un trait humoristique. Le rapport entre l'écrit et le visuel sera extrêmement présent par la suite tout au long de sa carrière. Pour Duchamp, les dessins qu'il produit pour les journaux ne sont que des formes uniformes, dit-il, vidées de leur qualité picturale, et il n'hésite pas à recycler un dessin qui aurait été refusé par un journal pour le proposer à un autre journal en ne changeant que la légende. Ce ne sont presque que des excuses pour produire des jeux de mots, des anagrammes ou des contrepétries. Duchamp, par la suite, dans ses peintures, induit une rupture de sens entre la légende et ce que désigne cette légende. Cette relation particulière établie par Marcel Duchamp entre dessin et légende, il l'utilisera dès 1911 pour le tableau Jeune homme triste dans un train, que voici. Alors à propos de la fonction des titres de ces tableaux, fruit d'un processus de maturation acquis lors de l'élaboration de ses dessins de presse, Duchamp dira: il existe une tension entre mes titres et mes tableaux. Les titres ne sont pas les tableaux et vice-versa. Il s'agit d'une action réciproque. Les titres ajoutent une nouvelle dimension, ils fonctionnent comme des couleurs nouvelles ajoutées, ou mieux encore,
On peut les comparer à un vernis à travers lequel l'image apparaît, amplifiée. Le jeune homme triste dans un train, que vous voyez ici, n'est pas encore totalement détaché de son titre. En effet, même si ce n'est pas clairement visible pour le spectateur, il s'agit d'un portrait de l'artiste fumant une pipe dans un wagon de train alors qu'il effectuait un voyage entre Paris et Rouen en visite à sa famille. Selon une méthode empruntée à la chronophotographie, l'artiste décompose à la fois le mouvement du train et le déplacement du jeune homme à l'intérieur du train. La technique, le camaïeu d'ocre et les lignes affûtées sont subtiles. Elles permettent à Marcel d'aborder deux notions essentielles pour son travail, la perspective et le temps. Le mouvement est tellement décomposé qu'un hiatus se crée entre ce que perçoit le spectateur et le titre donné au tableau. Ce qui me marque ici, c'est la distance entre l'émotion du jeune homme, sa tristesse, et la dimension presque mécanique et froide du tableau. Alors, venons-en à la chronophotographie que j'évoquais un tout petit peu avant. La chronophotographie est une technique de prise de vue photographique consistant à décomposer et reconstituer le mouvement du sujet par la juxtaposition de plusieurs images prises en rafale avec un intervalle très court entre chaque vue. Cette technique de photographie a été inventée en 1882 par Étienne Jules Marey. Et donc abordons l'aspect mécanique du travail de Marcel Duchamp. La technique de la chronophotographie est également utilisée pour ce qui sera considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier. Pour Duchamp, corps et mécanique sont clairement reliés. Dans Nu descendant un escalier, ou Jeune homme triste dans un train, la morphologie humaine se transforme en une machinerie reliée par des pistons et des bielles. Par ailleurs, c'est par l'emploi des techniques mécaniques, comme la chronophotographie justement, qui ne sous-tend aucun bon ou mauvais goût, qu'il aura pu, dira-t-il, développer son expression personnelle. Voici deux exemples de peinture entre cubisme et mécanique. Le passage de la Vierge à la mariée et mariée. Alors, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, la machine érotique est au cœur de l'imaginaire littéraire et artistique. Et le jeune Marcel Duchamp se passionne pour des écrivains qui développent ce thème. Comme par exemple Villiers de l'Isle-Adam, écrivain symboliste qui, en 1886, imagine l'Ève future, un androïde qui physiquement ressemble à un modèle humain, mais spirituellement lui est bien supérieur pour répondre à l'amour d'un jeune lord. On trouve également parmi les auteurs auxquels Marcel s'intéresse Alfred Jarry, l'inventeur de la pataphysique, la science des solutions imaginaires et des exceptions. Il imagine en 1902 un surmâle comme une caricature mécanique de la performance sexuelle, éprouvant après 89 actes le besoin d'un peu de poésie. Marcel Duchamp assiste également à la première représentation des Impressions d'Afrique de Raymond Roussel. Et ici, ce qui le marquera, ce sera l'invention d'une machine à peindre qui le fascinera, mais aussi la robotisation des personnages sur scène qui sont bardés de tuyaux et animés de mouvements mécaniques. N'oublions pas non plus que c'est à cette époque, en 1909, en Italie, que Marinetti rédige le Manifeste du futurisme, ode à la vitesse et à l'efficacité mécanique, même si Duchamp confessera ne rien connaître du futurisme à cette époque bien précise. Ce manifeste débouchera sur une production d'œuvres tout à fait proche des préoccupations de Duchamp. Voici pour exemple une sculpture de 1913 d'Umberto Boccioni, L'homme en mouvement, qui n'est pas sans rappeler les nus de Marcel Duchamp. Mais Marcel, lui-même toujours en mouvement, n'est justement pas homme à s'inscrire dans un mouvement. Il cherche constamment et s'essaie à tous les styles de peinture, fauvisme, impressionnisme, cubisme, etc. Mais ce qui fera avancer Marcel d'un grand bond en avant, c'est de se voir refuser en 1912, au Salon des Indépendants à Paris, son nu descendant l'escalier. Ses compères cubistes ne comprennent alors pas cette peinture trop mécanique, mais en même temps trop classique par son sujet, un nu, qui ne collait pas avec les ambitions progressistes et modernistes du cubisme d'alors.
Dès 1913, il s'interroge, peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'art? Et il prend la décision de ne plus faire de peinture. Et pas seulement de la peinture, il souhaite ne plus faire d'art, désirant simplement faire des œuvres. La rupture de Marcel Duchamp avec la peinture est un des mythes fondateurs de l'art du XXe siècle. Mais avant de prendre la décision d'arrêter de faire de la peinture telle que la pratiquent ses contemporains, il peint en 1911 pour son frère une petite huile sur carton, moulin à café, annonciatrice des fameux ready-made qu'il inventera dès 1913, au moment de sa rupture avec l'art pictural. Les ready-made étant des objets tout faits, du quotidien, dont l'élévation au statut d'œuvre d'art leur fait perdre tout usage et identité originelle. Marcel Duchamp s'explique sur l'origine de cette modeste huile. Mon frère, dit-il, avait une cuisine dans sa petite maison de Puteaux, et il a eu l'idée de la décorer avec des tableaux des copains. Il a demandé à Glaise, Metzinger, Lafresnais, Léger aussi je crois, de lui faire des petits tableaux de la même dimension, comme une sorte de frise. Il s'est également adressé à moi et j'ai exécuté un moulin à café que j'ai fait éclater. La poudre tombe à côté, les engrenages sont en haut et la poignée est vue simultanément à plusieurs points de son circuit avec une flèche pour indiquer le mouvement. Sans le savoir, j'avais ouvert une fenêtre sur quelque chose d'autre. Cette flèche était une innovation qui me plaisait beaucoup. Le côté diagrammatique était intéressant du point de vue esthétique. En voyant cette peinture, on ne peut que faire le lien avec cette sculpture de 1913, seulement 2 ans après, Roue de bicyclette, 1913-1964. Roue de bicyclette est le fruit d'un bricolage né dans un moment de détente. Je cite: Quand j'ai mis une roue de bicyclette sur un tabouret, la fourche en bas, il n'y avait aucune idée de ready-made, ni même de quelque chose d'autre. C'était simplement une distraction. Dans la suite des peintures cubo-futuristes, Roue de bicyclette est un hymne au mouvement. Un mouvement aussi fascinant que celui des flammes dans un feu de cheminée, dira-t-il. J'ai probablement accepté avec joie le mouvement de la roue comme un antidote au mouvement habituel de l'individu autour de l'objet contemplé. Ce n'est donc plus le spectateur qui tourne autour de l'œuvre, mais l'œuvre qui se met à tourner, laquelle à ce titre devient une mécanique. La roue tourne mentalement dans la tête du spectateur. Laissé à Paris alors qu'il part pour les États-Unis, la roue va disparaître. En 1916, la roue est refaite, ce qui compte n'étant pas l'original, mais l'idée. Par la suite, elle sera rééditée à plusieurs reprises. Mais nous ne sommes pas encore là dans le ready-made pur. Il s'agit, comme l'a rétrospectivement appelé Marcel Duchamp lui-même, d'un ready-made aidé. Le premier objet considéré comme un véritable ready-made est Porte-Bouteille, un objet tout fait choisi en 1914 au bazar de l'Hôtel de Ville. Et c'est dans une lettre adressée à sa sœur en 1915 qu'il utilise pour la première fois, à propos de ces objets laissés à Paris, le terme de ready-made. Duchamp choisit cet objet et l'installe dans son atelier sans le modifier, contrairement à la roue de bicyclette qui est un assemblage. Cet ustensile de fabrication industrielle, aussi nommé séchoir ou hérisson, est banal mais visuellement efficace. C'est un objet intelligent, sa forme et sa fonction sont parfaitement en osmose. Comme la roue, c'est une invention anonyme. Comment doit être regardé un ready-made, perçu? Il ne doit pas être regardé au fond. Il est là simplement. On prend notion par les yeux qu'il existe. Mais on ne contemple pas comme on contemple un tableau. La vie de contemplation disparaît complètement. Simplement prendre note que c'est un porte-bouteille, ou c'était un porte-bouteille qui a changé de destination, puis c'est tout. Ce n'est pas la question visuelle du ready-made qui compte, c'est le fait qu'il existe. Même, il peut exister dans votre mémoire, mais vous n'avez pas besoin de le regarder pour entrer dans le domaine des ready-made. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'y a plus de question de visualité. L'œuvre d'art n'est plus visible, pour ainsi dire. Elle est complètement matière grise. Elle n'est plus rétinienne. C'est ce que je veux dire.
1916, alors qu'il réside à New York depuis un an, il assume ce choix et le théorise dans une lettre à Suzanne, sa sœur. Ici, à New York, j'ai acheté des objets dans le même goût et je les traite comme des ready-made. Tu sais assez d'anglais pour comprendre le sens de tout fait que je donne à ces objets. Je les signe et je leur donne une inscription en anglais. Prends pour toi ce porte-bouteille, j'en fais un ready-made à distance. Tu inscriras en bas et à l'intérieur du cercle du bas, en petites lettres peintes avec un pinceau à l'huile en couleur blanc-argent, l'inscription que je vais te donner ci-après. Et tu signeras de la même écriture, comme suit, entre parenthèses, d'après, Marcel Duchamp. Les consignes qu'il donne à sa sœur sont tout à fait novatrices à l'époque. Aujourd'hui, les notions d'appropriation, de détournement et de délégation de gestes sont largement répandues dans l'art, mais en 1914, cette audace est impensable. Voici un court extrait d'un entretien avec Marcel Duchamp dans lequel il parle de la notion de titre dans son œuvre. Porte-bouteille. J'ai même sur le porte-bouteille, j'avais ajouté une phrase. Quand je l'ai fait en 14, j'avais écrit une phrase dessus. Et comme il a été perdu dans la nuit des temps, je ne me rappelle pas la phrase que j'avais écrite. Alors, les nouveaux n'en ont pas. Ils n'ont pas de phrase. De même, j'ai mis plusieurs fois, j'ai mis des titres comme ça. Et comme vous dites, parce que ça ajoute une couleur, si vous voulez, au sens figuré du mot. C'est une couleur verbale. C'est ce qui m'intéresse, mais pas du tout dans le sens aussi descriptif, c'est-à-dire logique et descriptif. Par exemple, si c'est un porte-bouteille, je n'écris pas porte-bouteille, vous pouvez être tranquille. Donc ce qu'on fait ajoute une dimension donnée par les mots qui sont comme une palette avec des couleurs, n'est-ce pas? On met une couleur de plus, qui est une couleur verbale. Parlons à présent de la période de New York. Donc en 1915, Marcel Duchamp fait son premier voyage à New York. Il n'y est pas inconnu car 2 ans auparavant fut organisée l'immense foire américaine, l'Armory Show. Les avant-gardes parisiennes y occupent une place largement dominante et Marcel Duchamp et ses frères également. C'est un succès. Marcel vend toutes ses toiles, dont son nu descendant l'escalier, refusé 3 ans plus tôt au Salon des Indépendants à Paris. On parle de cette toile comme un succès de scandale. C'est ainsi qu'il parvient à financer sa traversée de l'Atlantique, 9 pénibles jours en 3e classe. Arrivés sur place, les Arensberg l'accueillent. Les Arensberg sont un couple de collectionneurs fortunés qui ne quitteront plus Marcel jusqu'à la fin de leur vie. Et ils lui prêtent leur duplex situé dans un building néo-gothique rempli d'œuvres d'art et d'objets précolombiens. Marcel vit alors une des périodes les plus florissantes de son existence, 3 années d'insouciance, de 1915 à 1918, où il produira la plupart de ses ready-made. On dit qu'il apporte l'art moderne à New York. Il y incarne un esprit sophistiqué, nourri de Max Stirner, de l'humour noir et absurde de Montmartre, de la science savante et amusante. C'est une véritable histoire d'amour qui commence entre Marcel Duchamp et les États-Unis, où il ne cessera de revenir par intermittence, avant de se faire naturaliser en 1955. En 1917, Marcel Duchamp participe à l'organisation d'une gigantesque exposition, le Salon des Indépendants américains. Sans jury ni récompense, l'exposition se voulait ouverte à toutes sortes de propositions. Avec ses 21 directeurs, l'exposition est une véritable usine à gaz. Marcel est président du comité de placement de 2500 œuvres envoyées par 1200 artistes. Pour résoudre la question d'un tel accrochage, Duchamp propose un tirage au sort. Il tire la lettre R. Les artistes dont le nom commence par cette lettre seront les premiers à voir leurs œuvres accrochées. Arrivé à M, le comité est confronté à un objet inattendu, signé Richard Mutt, qui produit l'effet d'une bombe, comme Marcel Duchamp l'avait certainement prévu lorsqu'il avait envoyé sous pseudonyme un urinoir en porcelaine blanche, signé et daté 1917. La censure est immédiate et l'urinoir est remisé derrière les rideaux. Marcel Duchamp quitte le jury et raconte sa version des faits à sa sœur Suzanne.
Raconte ce détail à la famille. Les indépendants sont ouverts ici avec un gros succès. Une de mes amies, sous un pseudonyme masculin, Richard Mott, avait envoyé une pissotière en porcelaine comme sculpture. Ce n'était pas du tout indécent, aucune raison pour le refuser. Le comité a décidé de refuser d'exposer cette chose. J'ai donné ma démission, et c'est un potin qui aura sa valeur dans New York. Et voici donc l'objet du scandale. Donc Fontaine, urinoir, signé Richard Mott, est daté de 1917. Et donc comme un renversement de la fonction initiale de l'urinoir, Marcel décide d'appeler sa sculpture Fontaine. Au lieu d'avaler les jets comme il le devrait, l'objet les renvoie mentalement aux spectateurs, comme pour leur renvoyer leur regard. Mais le scandale est à relativiser. À l'époque, très peu de gens ont vu l'urinoir, car il a été refusé lors du Salon des Indépendants. Il a tout de même été montré dans une galerie new-yorkaise, mais l'auditoire restait très limité. Le scandale ne revient qu'à la fin des années 50, lorsque l'on redécouvre les ready-made de Duchamp à l'occasion d'une exposition médiatique croissante. Voici ce qu'il en dit bien des années après. La Fontaine pissotière partait de l'idée de jouer un exercice sur la question du goût, choisir l'objet qui ait le moins de chances d'être aimé. Une pissotière, il y a très peu de gens qui trouvent cela merveilleux. Car le danger, c'est la délectation artistique. Mais on peut faire avaler n'importe quoi aux gens, et c'est ce qui est arrivé. Pourtant, j'attirais l'attention des gens sur le fait que l'art est un mirage. Un mirage exactement comme dans le désert, l'oasis qui apparaît. C'est très beau jusqu'au moment où l'on crève de soif, évidemment. Mais on ne crève pas de soif dans le domaine de l'art. Le mirage est solide. Alors qu'entend-il par mirage? Il parle de l'effet séducteur et rétinien de la peinture dont il décide de se débarrasser. Alors Duchamp est plein de contradictions au sujet de son œuvre. Il prétend que les objets qu'il choisit le sont pour leur manque de qualités esthétiques, presque pour leur laideur. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas continué toute sa vie à faire des ready-made? Le nombre d'objets prétendument laids est infini. Mais Duchamp insiste bien sur le fait qu'il faut limiter la production des ready-made, qu'il ne faut pas en faire trop, de peur que cela ne devienne une démarche banale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les urinoirs que l'on voit aujourd'hui dans tous les musées du monde sont des reproductions. Car en effet, l'original, qui a été fait en 1917, a été détruit. Et plus tard, lorsque le galeriste milanais de Marcel lui proposera de reproduire, de faire une édition pardon, de son urinoir, eh bien, ce modèle avait disparu. Et Marcel s'est adressé à un fabricant de porcelaine pour, d'après une photo de 1917, reproduire à l'exactitude ce modèle d'urinoir. Donc ce qu'on peut dire, c'est que tous les urinoirs que l'on voit aujourd'hui sont des faux. Voici quelques-uns justement des ready-made produits par Duchamp. Roue de bicyclette, 1913. Porte-bouteille, 1914. In Advance of the Broken Arm. En prévision du bras cassé, Pelle à neige, 1915. Peigne, 1916. Sur la tranche, 3 ou 4 gouttes de hauteur n'ont rien à faire avec la sauvagerie. À bruit secret, With Hidden Noise, 1916. Pelote de corde enserrée entre deux plaques de cuivre et objet secret. Porte-chapeau, 1917. Air de Paris, 1919. Why not sneeze? Pourquoi ne pas éternuer? 1921. Cube de marbre en forme de morceau de sucre, hausse de sèche et thermomètre dans une cage à oiseaux. Fresh Widow, 1920. Fenêtre de bois peint vert
peint bleu-vert clair, carreaux de cuir noir ciré. Trébuchet, 1917. Porte-manteau fixé au sol. Entre 1915 et 1923, à New York, Marcel Duchamp travaille sur son grand œuvre, une œuvre de verre, de plomb, de peinture à l'huile et de poussière. Son titre, Le Grand Verre, ou La mariée mise à nu par ses célibataires mêmes. Voici Marcel Duchamp qui en parle, ici dans une interview de 1955, au musée d'art de Philadelphie, alors que les Arensberg viennent de faire une donation de toutes les œuvres de Duchamp qu'ils possédaient. In the Philadelphia Museum of Art is a collection of paintings and objects by a man whose unique view of life has greatly influenced modern art. So here you are, Marcel, looking at your big glass. Yes. And the more I look at it, the more I like it. I like the breaks, the way they come, the cracks. You remember how it happened in 1926? Yes, I remember hearing. In Brooklyn, they put the two paints on top of one another on a truck, flat, not knowing what they were carrying, and bouncing for 60 miles in Connecticut. So that's what happened. But the more I look at it, the more I like the cracks because they're not like shattered glass. They have a shape. There's a symmetry in the cracking. The two crackings are symmetrically disposed, and there's more, almost an intention there, an extra curious intention that I'm not responsible for, ready-made intention, in other words, that I respect and love. But it was one of your biggest undertakings, most ambitious. By far it is, and I worked 8 years on it, and it is not finished. No. And I don't know whether it will ever be finished. But now I'll show you some finished things. Come along. Marcel Duchamp travaille donc 8 ans sur cette œuvre. C'est une durée qui n'est pas exceptionnelle dans le temps d'élaboration des œuvres de Duchamp. Il explique d'ailleurs dans ce film qu'il ne sait pas si l'œuvre est terminée et que peut-être elle ne le sera jamais. Auparavant, il confie que plus il regarde son grand verre, plus il l'aime. La version que l'on voit dans cette interview n'est pas la version qui a été montrée pour la première fois au musée de Brooklyn en 1926. Ici, Duchamp explique que l'œuvre fut détériorée lors du transport de retour de l'œuvre dans le Connecticut, chez Catherine Dreyer, propriétaire de l'œuvre. Les transporteurs ont posé les deux plaques l'une sur l'autre dans le camion, et celles-ci se sont cassées. La caisse n'est ouverte qu'en 1936, où on constate le bris des panneaux de verre. Marcel Duchamp choisit d'en conserver les brisures, et consacre 3 mois à assembler les fragments, en les emprisonnant dans des plaques de verre plus épaisses. Ici, l'emploi du verre s'est imposé à lui lorsqu'il utilise un morceau de verre comme palette. Il observa les couleurs par transparence du côté opposé. À l'origine, il avait eu l'intention de se servir d'une toile, mais comme il professait une profonde aversion pour ce support traditionnel des artistes peintres, il adopta aussitôt, avec enthousiasme, ce matériau à la fois durable et fragile. L'œuvre est considérée comme inachevée selon le vœu même de l'artiste. Elle est définitivement inachevée. Il recommande de lire les notes qu'il a laissées en même temps qu'on la regarde. Ces notes ont été écrites entre 1912 et 1923 et publiées en 1934 sous le titre de Boîte verte. 93 documents explicatifs sur chacun des éléments du grand verre. Édité à 300 copies, l'ouvrage est une reproduction intégrale, un fac-similé de ces notes écrites sur des bouts de papier, en respectant le format, les encres de couleur, les ratures et les corrections. Les pages sont insérées dans une boîte sans être attachées, permettant une lecture aléatoire, sans ordre logique. Le grand verre se compose de 2 panneaux disposés à la verticale. La mariée se trouve dans la partie supérieure, les célibataires dans la partie inférieure. La frontière entre ces 2 mondes au centre représente, d'après Duchamp, l'horizon et le vêtement défait de la mariée. Les interprétations du grand verre sont nombreuses et contradictoires. Cette œuvre démontre le goût de Duchamp pour l'hermétisme, au sens de l'occultisme, et de la magie. Se risquer à une analyse esthétique relève du défi.
Il peut être dit beaucoup de choses à son propos, mais les interprétations que l'on retrouve ça et là ne sont, selon moi, qu'une lecture symboliste, c'est-à-dire qui ne regarde l'œuvre que comme une suite de symboles et d'énigmes qui, si l'on parvenait à les relier entre elles, offrirait au spectateur la solution au problème. Mais pour citer Marcel Duchamp, il n'y a pas de solution puisqu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas trouver un sens à une œuvre en la lisant comme un texte. On ne peut pas non plus faire confiance à Marcel Duchamp sur ce qu'il en dit car un artiste ne sait jamais exactement pourquoi il fait une œuvre. Et donc je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous un exemple particulièrement obscur de tentative de déchiffrement du grand vers dans un dossier pédagogique du Centre Pompidou. Vapeur et gaz de la mariée se concentrent dans le nimbe, trace de l'intérêt de Duchamp pour les peintures symbolistes, peint en haut du tableau. Pendu par 3 crochets et intitulé La voie lactée chère, ce nimbe s'aère grâce à 3 pistons de courant d'air, le chiffre 3 n'étant pas, là encore, fortuit. Mise à nu, la mariée ne dévoile rien d'autre que ses viscères, ses pistons et ses vapeurs. Le verre, support de l'œuvre, a été choisi entre autres pour jouer le rôle de refroidisseur entre elle et les célibataires. Donc je passe. Ça continue sur ce ton-là pendant plusieurs paragraphes. Mais ce que je veux montrer ici, c'est que c'est le côté absolument obscur et incompréhensible de ces prétendues explications. Alors, la virgule du titre, la mariée mise à nu par ses célibataires, virgule même, la virgule après les célibataires et l'adverbe même n'ont, de l'aveu même de l'auteur, aucun sens. Cette construction poétique fondée sur l'absurde et bien d'autres inventions de même ordre donneront lieu, chez certains commentateurs de Duchamp, à des cogitations effarantes dont Marcel s'amusait. On a ainsi pris la plus infime et banale de ces inventions comme l'expression d'un système complexe de pensée dans lequel chaque commentateur a surtout mis les siennes. Duchamp dira plus tard: un point important aussi porte sur l'idée que le vers, en fin de compte, n'est pas fait pour être regardé avec des yeux esthétiques. Il devait être accompagné d'un texte de littérature aussi amorphe que possible qui ne prit jamais forme. Et les deux éléments, vers pour les yeux, texte pour l'oreille et l'entendement, devaient se compléter et surtout s'empêcher l'un l'autre de prendre une forme esthético-plastique ou littéraire. Voici un cinquième extrait audio. De base du ready-made, il y a le refus de toute ce que vous appelez, je crois, la séduction rétinienne, si vous voulez, de l'art. Aussi. Oui, mais ça c'est autre chose, ça. C'est pour les tableaux. C'est pour le tableau à l'huile, généralement, qui est fait pour plaire à la rétine, n'est-ce pas, pour attirer, pour être jugé sur l'effet rétinien du tableau. Il n'y a plus jamais autre chose que, il n'y a plus d'anecdotes, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien d'autre. C'est purement, matériellement parlant, ce qui est sur la toile qui transmet, soi-disant, les sensations esthétiques, etc. Et alors là, je suis un peu inquiet quand il n'y a plus rien que cet effet rétinien. Je suis contre et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup l'art abstrait, parce que ça ne cherche pas autre chose qu'à vous plaire sur votre rétine, sur la rétine. Ça ne suffit pas, à mon avis, autant religieux, c'était de la religion, autant anecdotique, c'était anecdotique. Même les tableaux de guerre avaient un sens, comprenez-vous, les tableaux de bataille. Tandis qu'un tableau complètement abstrait n'a aucune chose que cet aspect. Alors c'est une habitude qu'on a prise d'avoir des sensations extraordinaires avec un tableau abstrait, et avec beaucoup de mots, naturellement, qui n'expliquent jamais rien, mais enfin, les mots sont là. L'idée de Marcel est donc de se débarrasser de l'idée de beau ou de laid. Après le grand vers, Duchamp ne travaille plus. Il ne produit presque plus d'œuvres d'art. Il enchaîne les petits boulots alimentaires et les allers-retours entre Paris et New York. Il est successivement libraire, bibliothécaire, professeur de français, marchand pour Picabia ou Giacometti. Et surtout, il joue aux échecs. Et cela malgré les nombreuses propositions qui lui sont faites d'exposer ou de vendre. Léa Arensberg lui aménage tout de même un atelier dans leur hôtel particulier de New York,
Mais sa production se limite à tenter d'achever son grand vers lorsqu'il séjourne aux États-Unis et de rédiger des notes. En réalité, toutes ces activités lui prennent un temps considérable, car il ne cesse pas de produire, mais cesse de produire de l'art au sens classique du terme. Il ne s'est jamais considéré comme artiste et ne fait aucune différence entre ses activités quotidiennes et ses productions artistiques. Son refus permanent de jouer le jeu de l'art et son entêtement à refuser les propositions des galeries ne fera qu'augmenter son aura et son influence auprès des milieux artistiques américains. Il restera d'ailleurs le centre discret de l'attention de l'intelligentsia du monde de l'art jusqu'à sa mort. Le 1er octobre 1968, alors qu'il est dans sa maison de Neuilly, il dîne avec sa femme Alexina Sattler, dite Tini, et ses amis Man Ray et le critique d'art Robert Lebel. Il est heureux et détendu. Ses amis repartent et brusquement, il s'affaisse. Son cœur a cessé de battre. Marcel Duchamp fut discrètement enterré au cimetière monumental de Rouen dans le caveau familial. À sa demande, on grava sur la pierre tombale l'inscription « D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent ». Mais quelques mois après sa mort, alors que l'on croyait connaître la totalité de son œuvre et qu'il s'était flatté de n'avoir plus d'activité artistique depuis plusieurs années, on apprenait à la stupéfaction générale qu'il avait travaillé dans le secret le plus absolu durant 20 ans, de 1946 à 1966, à une œuvre intitulée, étant donné 1. La chute d'eau, 2. Le gaz d'éclairage. Seules 2 personnes étaient au courant, Tini, sa femme, et William Copley, ami et exécuteur testamentaire de Marcel. Marcel élabora cette œuvre clandestinement dans un atelier dédié où personne d'autre que lui ne pénétra, dans un building commercial de Manhattan. Il s'y rendait en secret presque chaque jour pour y travailler. Voici l'œuvre en question. Ni sculpture, ni peinture, ni ready-made, l'œuvre est une porte de bois vermoulu dans un encadrement de briques, possédant, à hauteur d'yeux, 2 trous minuscules par lesquels on peut voir, couchée sur un lit de branchage, une femme nue, à demi cachée, les jambes sectionnées, la tête réduite à une tempe recouverte de cheveux blonds tenant à la main une lampe incandescente. L'impression de malaise donnée par ce torse est augmentée par la médiocrité du paysage. Un étang, une forêt, un ciel traversé de petits nuages, une minuscule cascade produite par un tourniquet lumineux. Aujourd'hui, on parlerait de kitsch. Les briques d'encadrement provenaient de Cadaqués. Les branchages avaient été ramassés au cours de promenades dans Greenwich Village. L'obligation de regarder par les 2 orifices empêchait le spectateur de prendre du recul ou de changer de point de vue. L'œuvre terminée, il la vendit à Copley, à charge pour lui de l'offrir après sa mort au musée de Philadelphie où une pièce spéciale fut aménagée à son attention près de la collection des Arensberg. L'installation, faite selon les instructions de Duchamp, eut lieu en 1969 pour l'ouverture au public. Alors la révélation de cette œuvre complexe et surprenante fut reçue par ses amis et ses admirateurs comme une sorte de camouflet. Ainsi, celui dont il croyait connaître les tours et les détours avait, 20 ans durant, poursuivi en se jouant d'eux la réalisation d'une sorte de spectacle illusionniste qui défiait toutes les idées reçues, déterminées par sa production entière. Voici l'envers du décor de cette œuvre. Et donc, lorsqu'on voit cette œuvre, on ne peut que penser à cette gravure de Dürer. Et pour finir, je vous propose de nous quitter avec Anémique Cinéma, un film muet et hypnotique d'environ 8 minutes signé Rose C'est la vie, le pseudonyme féminin de Marcel Duchamp.